Il y a quelques années, j'ai écrit un livre sur le temps qui s'appelle Les tactiques de Chronos. Et c'était justement un livre dans lequel j'ai essayé de montrer que la physique dit sur le temps des choses originales, que personne avant elle n'avait dit de façon aussi précise. Elle dit parfois même le contraire de ce qu'on avait dit avant elle. Et j'avais donc interrogé à la fois la littérature, la philosophie, la physique, pour voir en quoi les messages de cette dernière étaient vraiment nouveaux par rapport à ce qu'on avait pu dire ou penser auparavant. Et une fois que ce livre a été terminé, à mon plus grand soulagement, je me suis dit que voilà, j'avais fait mon travail, que j'allais passer à autre chose, que j'allais m'intéresser à l'espace ou au vide, je sais pas, un autre sujet. Et puis, quelques années plus tard, j'ai relu la dernière page de ce livre, dont la dernière phrase était « Il faut apprendre à aimer l'irréversible ». Bon. Et cette phrase m'a surpris, je me suis dit « Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça ? D'abord, qu'est-ce que c'est que l'irréversible ?» Et bah, il s'est reparti pour un tour, et du coup, ça m'a amené à écrire un autre livre sur ce mot « irréversible », qui s'appelle « Le facteur temps ne sonne jamais deux fois ». Comme quoi, le premier exercice de traduction que j'avais fait dans le premier livre, au bout d'un certain temps, ne m'a plus satisfait et m'a obligé à recommencer ce travail et à préciser des mots qui, lorsque je les avais écrits dans le premier cas, me semblaient parfaitement clairs et évidents. Et je me suis rendu compte que le mot irréversible, en physique, même dans le langage des physiciens, c'est pour ça que le travail d'écriture, il profite à tout le monde, à ceux qui ne font pas de physique, mais aussi à ceux qui en font, était ambivalent, confus, et que si on voulait mieux penser la question de la flèche du temps, il fallait reprendre un travail critique sur ce mot irréversibilité. Donc, je pense vraiment que c'est un travail possible. Est-ce qu'il est efficace ? Ça, c'est une grande question à laquelle je me garderai bien de répondre. C'est-à-dire, est-ce que ça sert à quelque chose ? Est-ce que le fait d'écrire des livres de science, ça répond à l'objectif démocratique que j'ai évoqué au départ ? J'en suis pas tout à fait sûr. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'on doit parler d'une sorte d'échec relatif de la vulgarisation. C'est-à-dire que quand on sonde les connaissances du public en matière de science, on n'a pas l'impression qu'elles augmentent au rythme des publications de livres et d'ouvrages parlant de science. Donc il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a une transmission qui se fait mal. Et une des explications, en fait j'en ai pas, mais il se trouve que tout récemment j'ai lu un livre d'un neuroscientifique qui s'appelle Lionel Nakache, qui vient de sortir donc cet ouvrage qui s'intitule Perdons-nous connaissance. Et la question qu'il pose, c'est justement pourquoi les connaissances ne parviennent pas à être transmises malgré l'effort très important, de plus en plus important, que nous consacrons à leur diffusion. Pourquoi ça rentre pas ? Pourquoi, alors qu'il n'y a jamais eu autant de livres de sciences en librairie, il y a des magazines scientifiques, on parle même de sciences à la télévision, enfin on en parle sous forme de feuilleton, tous les jours on en parle un peu, c'est pas des grandes émissions en prime time, mais on parle toujours de sciences. Mais est-ce qu'on en parle bien ? En tout cas, on n'a pas l'impression que la science moderne percole dans la culture commune. Et donc, soit on s'y prend mal, soit il y a des mécanismes naturels ou fabriqués de résistance à ce genre de transmission. Et la thèse que défend Lionel Nakache, qu'il appuie d'ailleurs sur des travaux de neurosciences, d'imagerie cérébrale notamment, c'est que certaines connaissances sont, même si elles sont intégrées provisoirement dans notre cerveau, sont assez rapidement exclues, rejetées, au motif qu'elles menacent l'équilibre, l'économie de notre vie psychique. Donc on retrouve
des choses qui se sont passées, par exemple, quand Galilée a fait la découverte de la rotation de la Terre autour du Soleil. C'est des choses qu'on sait, on les sait comme ça, mais on n'arrive pas à y croire. Et du coup, on finit par soit par les rejeter, soit par les mettre dans un petit coin où elles n'ont pas de fonction intellectuelle très, très vivace. On sait, mais en fait, on n'est pas capable de reprendre ces connaissances, de les intellectualiser, de les penser vraiment.